Nous sommes le 26 juin et vous êtes né en Somalie. Mais où? Voilà déjà le premier choix que la vie fait pour vous. Et il est de taille. La Somalie est un pays en lambeaux. Certaines frontières sont dures, d'autres bougent chaque jour. Naître ici revient à dessiner un point sur un morceau de papier, puis le déchirer en 1000 morceaux et le jeter sur une carte. C'est un cruel hasard. La vie n'a rien à voir d'un fragment de terre à l'autre. Vraiment? Le pays est divisé en 4. Le gouvernement fédéral de Somalie, tenant les principales villes et quelques morceaux de territoire. Les États autonomes, rêvant d'indépendance depuis des décennies, mais incapables d'y parvenir. L'autoproclamée République du Somaliland au nord, toujours en attente d'être reconnue par le monde 35 ans après. Et enfin, les territoires contrôlés par le groupe Al-Shabaab. Voici un aperçu de ce que chaque choix implique. Vous êtes né dans l'une des grandes villes encore contrôlées par le gouvernement fédéral, ou ses alentours. Vous grandissez en relative sécurité. Mais rien n'est jamais certain. Bien que la police soit présente dans certaines zones, d'autres sont complètement abandonnées. L'équilibre du territoire dépend de plus que le gouvernement. L'école, la nourriture et la sécurité, vous la devez en partie à des ONG et à des forces armées étrangères. Quand vous souhaitez vous déplacer en dehors de chez vous, ce qui arrive plus souvent que vous ne l'aimeriez, vous ne pouvez pas éviter les checkpoints. En dehors de ça, vous essayez de vivre une vie normale avec votre famille. Mogadiscio, la capitale, bouillonne d'activité. Il y a des vendeurs partout. Pour beaucoup, la clé du futur se trouve ici. Mais l'équilibre est fragile. La menace d'Al-Shabaab est toujours présente. Ils peuvent frapper à tout moment, même au cœur de la ville. Vous êtes né dans l'un des États autonomes. Ici, c'est l'insécurité qui domine. Et pourtant, les représentants politiques semblent plus intéressés par une indépendance qui n'arrivera jamais, ou en tout cas, pas de sitôt, que par la paix et l'ordre. Mais de toute façon, vous les voyez rarement. C'est le clan majoritaire qui contrôle tout, comme c'est le cas depuis toujours. Mais avec moins de légitimité et plus de conflits. Votre famille travaille la terre, comme presque toute la communauté. On trouve beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs, mais aussi des pêcheurs sur la côte. Au Puntland, la mer est la ligne de vie vers le golfe, tandis que le Jubaland est le couloir décrépit entre la Somalie et le Kenya. Rien ou presque n'est stable ou immobile. Un peu partout, vous devrez apprendre à vivre sur un échiquier géant dont vous ne contrôlez aucune pièce. Vous êtes né dans un pays qui n'existe pas. Officiellement du moins. Bienvenue au Somaliland, le territoire le plus sûr du pays. Indépendant depuis plus de 35 ans, mais toujours pas reconnu par la communauté internationale. Pourtant, c'est un modèle pour tous les autres États de la région. Les institutions locales fonctionnent plutôt bien et le système politique est stable. Mais il y a un problème. Avec quasiment aucun investissement étranger ou commerce extérieur, vous vivez en réalité sur une île. Votre famille dépend de l'argent envoyé par vos proches des États-Unis. Ce n'est pas une exception. Toutes vos connaissances ou presque sont dans le même cas. Et l'indépendance du pays repose en partie sur cet argent. Un jour peut-être vous irez les rejoindre, mais à choisir, vous préféreriez rester construire ce nouveau petit pays, sur la terre de vos ancêtres. On n'a qu'une seule maison, et les fondations sont déjà posées. Naître dans un territoire contrôlé par Al-Shabaab, c'est l'opposé complet du Somaliland. Il n'y a que quelques centaines de kilomètres qui vous séparent, mais aussi des dizaines de frontières visibles et invisibles. Et vous êtes du mauvais côté. Ça n'a peut-être pas commencé comme ça. Vous êtes peut-être né dans un État autonome ou contrôlé par le gouvernement fédéral. Mais voilà, les frontières changent sans arrêt, et il y a quelques années, une vague a emporté le petit banc de sable sur lequel votre famille vit. Al-Shabaab. C'est le nom de la peur. Le groupe se bat constamment pour le contrôle des territoires dans toute la partie sud du pays. Parfois il recule, d'autres fois rien ne semble l'arrêter.
Alors vous vivez en zone de guerre. Les hommes armés sont présents partout et vos déplacements limités au strict minimum. Votre famille travaille la terre, comme tout le monde, mais en versant une taxe aux hommes d'Al-Shabaab. Souvent, il ne vous reste que juste assez pour ne pas mourir de faim et continuer à produire. L'ordre est maintenu par la terreur. Al-Shabaab applique la version la plus extrême de la charia. Enseignement religieux, châtiment public, voile intégral pour les femmes et séparation stricte des genres. Vous êtes coincé au carrefour entre pauvreté et violence. Et que pouvez-vous y faire, tout seul, contre une menace que nul ne semble capable de contenir? Tous les choix vous confrontent à la même réalité. Partout où vous voudriez aller se dresse une frontière. Et au-delà, une autre. Mais les frontières ne s'arrêtent pas à la terre. Elles sont aussi gravées dans les esprits dès les premiers battements de cœur. Vous êtes un oiseau en cage, un poisson dans un bocal, mais votre cœur appartient déjà à quelque chose qui vous dépasse. Concentrez-vous. Voici la marche à suivre. Comment les hommes, naturellement libres, peuvent-ils vivre ensemble sans s'entre-dévorer? Selon Rousseau, c'est grâce au contrat social. Ce contrat, tout membre d'une société le signe en abandonnant une partie de sa liberté à l'État. En échange, celui-ci leur garantit la sécurité et leur liberté restante. En Somalie, cet État n'existe plus. En 1991, la Somalie se déchire et abandonne ses citoyens à leur sort. Le contrat social est rompu. Les hommes sont à nouveau libres de laisser libre cours à leur folie. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En réponse à ce vide, les Somaliens reconstruisent un nouveau contrat selon leurs propres règles et en se fondant sur la tradition. Le système clanique, le Xir. Vous êtes né en Somalie. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de respecter ces règles. Il est temps pour vous de signer votre contrat. En signant ce contrat, vous appartenez maintenant à un clan parmi les 5 principaux. Darod, Hawiyé, Dir, Isaac ou Rahanwein. Vous recevez la protection du clan. Protection contre la violence, contre la famine, contre l'abandon. Mais ces avantages ont un prix. Vous n'agirez plus jamais seul. Chacune de vos actions implique le clan. Et chaque décision du clan vous implique. Votre volonté individuelle ne pèse rien face à la volonté du clan. Ce que cela veut dire, c'est que si vous portez préjudice à un autre clan, tous les membres du vôtre porteront la responsabilité de corriger votre erreur. C'est ça, le Xir. Mais en échange, vous serez aussi tenu de suivre les décisions prises par votre groupe. Un mariage forcé, une vendetta à accomplir ou un sacrifice de toutes vos économies. Vos obligations sont inscrites dans votre sang, parfois plusieurs générations plus tôt. Une dette, un conflit, peu importe, c'est votre devoir. Le contrat est signé. Tous vos choix futurs dans cette vidéo impliqueront le clan. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière celle-ci? Vous n'avez peut-être pas envie de savoir. Il y a ceux qui n'ont pas signé ce contrat. Pas parce qu'ils ne le souhaitaient pas, mais parce qu'on ne leur a pas proposé. Ce sont les exclus du contrat clanique, les castes inférieures. Ils se séparent en 3 groupes. Les Gaboy, les Tomal et les Yibir. Les Gaboy sont ceux qui travaillent en contact avec l'impurité. Le cuir, le sang ou le corps humain. Ils peuvent être cordonniers, barbiers, circonciseurs ou même médecins. Les Tomal travaillent principalement le métal et le cuir. Leur proximité avec le feu, et donc la magie, les a naturellement exclus, malgré l'utilité évidente de leurs talents. Enfin, les Yibir sont le groupe le plus mystérieux et le plus marginalisé. Selon la légende, ils seraient les descendants du magicien Mohammad Hanif. Et, encore aujourd'hui, ils pratiqueraient la magie, les rituels de protection et la divination en marge de la société. Depuis 1000 ans, lorsqu'un enfant naît,
Il est coutume de venir offrir un cadeau aux Yibir et de recevoir leur protection magique en échange. Il est interdit de se marier avec un membre d'une caste inférieure, sous peine d'être exclu de la famille. Vous savez maintenant ce qu'implique votre rôle. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Le contrat est écrit par des hommes, pour les hommes, et vous pourriez ne pas être un homme. Mais pas de panique, vous avez aussi votre rôle à jouer. Si vous êtes une femme, vous avez aussi signé le contrat. Ou plutôt, on l'a signé pour vous. Voyez-vous, la femme ne fait pas partie de ceux qui appliquent les règles du groupe. Vous serez toujours sous la responsabilité d'un homme. D'abord votre père, puis votre mari. Votre rôle se concentre vers l'intérieur de la famille. Vous n'avez pas à vous soucier des relations avec les autres clans. Vos tâches impliquent de nourrir vos enfants et d'entretenir la maison. Vous n'êtes pas l'égal d'un homme. Et pourtant, c'est vous qui faites en sorte que le système ne s'effondre pas de l'intérieur. Et quand la guerre déchire votre région et que les hommes s'entretuent, c'est vous qui prenez les choses en main. C'est vous qui construisez de nouveaux liens et faites survivre la famille. Il n'y a pas de honte à être une femme. Mais il y a parfois un prix horrible à payer. En dehors du Somaliland et des grandes villes, toutes les femmes ou presque subissent de terribles mutilations génitales, comme l'infibulation. La pression sociale est intense. Non seulement les filles n'en ayant pas subi sont souvent victimes de harcèlement au sein de la communauté, mais ce sont les femmes les plus âgées qui sont gardiennes de la pratique. Les mariages forcés avant 18, voire avant 15 ans sont aussi très fréquents. Mais encore pire que tout, il y a la menace d'Al-Shabaab. Si les terroristes s'emparent de votre terre, vous perdrez tous vos droits et porterez le voile intégral. Les turbulences qui secouent votre pays vous fragilisent plus que quiconque. Mais, pas à pas, vous vous affirmerez. Votre place ne sera déjà plus celle de votre mère ou de votre grand-mère. Il y a de la fierté à être une femme. Au moment de votre naissance, vous n'êtes pas conscient de ces règles. Mais petit à petit, avec le passage des années, elles prennent leur place dans votre esprit comme les pièces essentielles d'une machine. Elles vous structurent et votre avenir semble plus clair. Mais un soir, vos parents reçoivent de la visite. Vous les reconnaissez. Ce sont d'autres membres de la communauté. Vous êtes allé à l'école avec certains de leurs enfants. Mais l'école, ça fait longtemps que vous avez arrêté. Vers 9 ans, vous avez dû aider la famille dans les champs, car la saison était mauvaise. Et depuis, vous n'y êtes jamais retourné. La plupart des autres non plus. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous mangez plus. Alors vous travaillez. Mais vous êtes content d'être allé à l'école. Vous êtes la première personne de la famille à savoir lire et écrire. Et vos parents vous demandent parfois de l'aide pour les documents. Mais cette fois-ci, ils vous font signe que c'est une discussion d'adultes. Vous devez aller dehors, mais sans vous éloigner. Vous vous exécutez. Vous avez 14 ans. Vous savez très bien que ce qui est en train de se dire entre les 4 murs est très important. Et que ce soir est le dernier de votre vie d'enfant. Vous vous êtes marié hier. Ce matin, vous vous êtes réveillé comme adulte pour la première fois. Et c'est à ce moment que la bulle qui vous protégeait depuis votre naissance a éclaté sans un bruit. Plus que celui du mariage, c'est le poids de l'engagement silencieux que vous avez pris auprès des vôtres qui vous pétrifie. Le poids de devoir tracer votre voie par vous-même dans le chaos latent qui vous entoure. Le rôle que vous devrez jouer n'est pas exactement celui que vous ont appris vos parents. Et cet espace d'absolu inconnu vous terrorise. Mais une fois la porte close derrière vous, elle disparaît. Et la route ne mène que dans une direction, celle d'un monde aux règles élastiques qui vous emporte sans crier gare. Bien sûr, ce n'était pas un mariage d'amour. Vous vous connaissiez à peine, mais vous êtes rassuré d'avoir le même âge. Très souvent, le mari a au moins 10 ans de plus que la femme, et il l'installe chez lui. On dit que l'équilibre du couple est meilleur ainsi. Vous n'êtes pas de cet avis. Mais dans votre cas, c'est différent. Le nouveau couple va rester vivre temporairement avec la famille de la mariée qui a besoin d'aide dans les champs. La pluie n'est pas tombée depuis plusieurs mois, mais c'est pour bientôt, et il faudra des bras.
En réalité, avant que les champs ne redeviennent verts, vous ne serez plus là. Il est 4 heures, c'est l'heure de se lever. Pour travailler dans les champs, il faut se réveiller tôt, quand la chaleur n'est pas encore insupportable. On est à la fin de la saison sèche, Jilal. Encore un mois, et Gou, la saison des pluies, viendra regonfler le fleuve et arroser les graines. Et enfin, vous pourrez remplir les greniers et retrouver votre mari. Depuis votre mariage, vous travaillez chaque jour sur la terre de votre père. Armé de votre sol d'agaf, vous préparez le sol à recevoir le cadeau du ciel. Vous cassez la croûte dure qui se forme sous l'effet du soleil et du manque d'eau, retirez les résidus de la dernière récolte et formez de petits sillons où vous planterez les graines. Il vous faudra une bonne récolte cette fois. C'est un champ de sésame, et vous n'avez pas seulement besoin d'en garder pour manger, mais aussi d'en vendre pour acheter tout le reste. Il y a beaucoup de sésame dans la région. Le monde adore ça. Mais toutes les terres ne se valent pas. Ici, le sol est argileux et lourd. Quand il est sec, il se fissure en grandes plaques dures comme du béton. Tout le monde n'a peur que d'une chose, qu'au moment où l'eau arrivera, la terre lui résiste. Ce serait un désastre. Vous posez votre tasse de chai, du thé épicé. Vous avez pris l'habitude de son amertume. Il y a encore 2 ou 3 ans, vous achetiez du sucre au marché. Mais ce n'est pas un luxe qu'on peut se permettre toute l'année. Pareil pour le miel. Quand vous étiez petite, vous en mettiez toujours sur votre kanjiro du matin. Ça vous réchauffait le cœur. Ce matin, vous la mangez sèche et rapidement. Les hommes ont laissé un peu plus de thé que d'habitude. Vous en buvez encore un peu et débarrassez. Il vaut mieux avoir l'estomac le plus rempli possible. Dehors, il fait déjà chaud. Le vent rase la terre sèche, créant des nuages de poussière qui montent bien au-dessus de la maison. Vous ne les sentez plus non plus. Vous essayez d'imaginer ce paysage recouvert de végétation. À l'exception des quelques dobelaglabla, il n'y a guère que quelques buissons secs pour colorer la terre ocre. Mais bientôt, oui bientôt, ça va changer. Le travail qui a rendu vos pommes dures comme du bois sera récompensé, comme il en a toujours été. Il est 4 heures. C'est l'heure de se lever, pendant que le bétail a encore de l'énergie. Les surcoses sont déjà faibles. Ils ont bu dans le dernier berked, mais leur transformation physique est une longue descente qui a commencé il y a des mois. Ils en sont arrivés au point où leur corps s'est débarrassé de tout ce qui n'y était pas nécessaire pour continuer à avancer. Ce sont des bêtes intelligentes. Elles savent que leurs humains ont tout intérêt à les voir survivre. Alors elles traversent chaque jour les étendues desséchées sans rechigner, en calculant chaque pas pour qu'il ne leur coûte pas plus que nécessaire. Mais c'est difficile d'ignorer leur état. Leur peau blanche n'est guère plus qu'un voile pudique dissimulant bien mal leurs os, et ils ne produisent plus du tout de lait. Certains disent qu'il faut vendre ces vaches dès qu'on voit leur lait se tarir, mais ils ne comprennent rien. Ces vaches, c'est mon patrimoine. Plus encore que ma maison ou la terre sur laquelle elle est posée. Sans elles, quelle sorte d'homme suis-je ? Vous mangez vos 2 galettes en réveillant les bêtes. Elles ont le goût de la survie. Les zébus se lèvent et se mettent lentement en marche. En d'autres temps, vous auriez pris le temps de savourer le début de la journée avec l'oncle Dahir. Mais en d'autres temps, vous n'auriez pas eu à marcher des dizaines de kilomètres à pied à la recherche d'un berkad pas complètement à sec. Des fois, vous vous dites que vous préféreriez avoir un troupeau de chameaux, comme au nord. Mais dans la région, c'est rare. L'oncle Dahir est un pasteur expérimenté. Il sait lire le vent et les végétaux pour trouver l'eau et l'herbe là où vous ne voyez qu'un vaste nuage de poussière. Vous savez que vous allez devoir apprendre rapidement. Les signes vont devenir de plus en plus rares avec les années. C'est aussi un homme fier. C'est lui qui a élevé votre femme et ses frères comme les siens après la mort de leur père, et qui a payé leur dot en prélevant sur son propre troupeau quand ils se sont mariés l'an dernier. Et il s'occupe des bêtes que votre famille a offertes pour votre union, comme s'il les avait vues grandir. Il vous a dit une fois que jamais il ne céderait au chantage d'Al-Shabaab. C'est au pasteur de tout faire pour que ces bêtes survivent. Il n'a pas besoin d'argent sale pour cela. Il ne vous a rien demandé,
mais vous espérez être aussi fort que lui. De plus en plus, vous entendez dire que certains ont cédé au chantage. Pourtant, il devrait savoir que c'est Al-Shabaab qui détruit les pays de ceux qui résistent. En 1377, le savant arabe Ibn Khaldoun sort un des ouvrages les plus influents de son époque, Muqaddimeh. Dans celui-ci, il développe des principes qui structuraient la société depuis des siècles. Le plus important d'entre eux est l'Azabiyya. Tout groupe, toute nation, tout empire porte en lui les graines de sa propre chute. Pour garder les liens serrés, les humains structurent leur unité à travers l'Azabiyya. C'est le lien fondamental qui structure les sociétés humaines. Mais l'Azabiyya est à double tranchant. D'un côté, il permet à des groupes de survivre aux difficultés de leur temps et à s'étendre. Mais de l'autre, il perd graduellement en influence au fur et à mesure que le groupe se sédentarise et se relâche. Alors, une autre forme d'Azabiyya, un modèle différent se développe et finit par supplanter le précédent. C'est ainsi que les empires naissent et meurent. Et c'est aussi ainsi que les humains ne perdent jamais longtemps leur chemin, même dans la tempête. C'est le coucher du soleil. Toute la famille s'est installée au pied du Garas. Toute. La situation l'impose. C'est l'oncle Dahir qui préside la réunion. Mais les anciens et les hommes les plus jeunes ont tous le droit à la parole. Les femmes, elles, restent en retrait, mais ne manquent pas un mot de la conversation. Il est rare qu'elles prennent la parole dans ce genre de réunion, mais leur avis a bel et bien un poids. Elles discutent déjà depuis des jours entre elles de ce qui pourrait se passer, et leurs maris portent aussi leur voix. Toutes les solutions ont été longuement étudiées, mais petit à petit, une évidence s'est installée. Ce soir, la famille va se briser. Mais pourtant, les anciens prennent le temps de la discussion. La décision finale sera trop lourde pour ne pas être portée par tous à la fois. Les regards sont moroses, les traits tirés et les mots pesés soigneusement. Ce que tous craignaient s'est produit. Après que Jilal se soit prolongé de plus d'un mois, les pluies ont finalement crevé le ciel et submergé toute la région en quelques heures. Le fleuve est passé en un instant de ruisseau à torrent dévastateur. Et pourtant, les anciens ont connu des pluies bien plus fournies. Mais aucune n'avait jusqu'ici causé un tel désastre. Non, cette fois-ci, la terre était dure comme de la roche et impénétrable comme l'émail d'une baignoire. Tout ce qui était en surface a été emporté. La terre soigneusement préparée depuis des mois et fraîchement ensemencée a été balayée par la vague sans que quiconque n'ait pu y faire quelque chose. Seuls les greniers, montés sur pilotis, s'en sont sortis indemnes. Mais ils sont vides, et toutes les graines restantes doivent être plantées rapidement pour espérer en tirer une récolte misérable, si la terre peut encore l'accepter. Mais que manger d'ici là? Les bêtes aussi ont faim. Elles ont attendu longtemps la pluie. Mais maintenant, les bercades sont aussi contaminées par la boue charriée par les inondations. Et à tout moment, une des vaches peut s'effondrer, terrassée par une infection qui ne l'aurait pas inquiétée d'ordinaire. Pour l'oncle Dahir, c'est le monde qui s'effondre. S'il arrive à garder son calme, c'est seulement parce qu'il sait que le clan compte sur lui plus que jamais en ce moment. Mais à l'intérieur, c'est la panique. Il n'a jamais eu à faire face à cela, et encore moins à avoir le dernier mot dans une réunion de cette nature. Bien sûr, il sentait la menace s'alourdir au fur et à mesure que les jours s'égrenaient et que l'horizon restait désespérément clair. Mais l'idée de devoir se prononcer pour la séparation de la famille l'épouvante. Dans toutes les difficultés jusqu'ici, la solidité de la famille avait été la solution. La chose à laquelle se raccrocher quand le monde semblait vaciller sur son socle. Là aussi, la clé se trouve dans la famille. Mais à quel prix? Il devra aussi vendre toutes ses bêtes, pour un prix ridicule en plus. Un prix qu'il n'aurait même pas accepté pour une seule d'entre elles si les temps étaient meilleurs. C'est la fin de sa vie d'éleveur. En tout cas, pour plusieurs années. Bien sûr, le clan aurait pu l'aider, mais toute la région est touchée, et il n'y aura pas de miracle. Quand toutes les voix se taisent et que le regard se tourne vers lui, il ferme un instant les yeux, puis annonce la décision du conseil.
Pour la troisième fois en une demi-heure, le camion fait une embardée soudaine sur la piste caillouteuse. Vous vous cramponnez à ce que vous pouvez, en vous demandant ce que ça peut être cette fois. Un nid de poule? Un véhicule arrêté? Une antilope? Mais vous ne vous levez pas pour voir. Ça fait déjà bien longtemps que vous roulez, mais vous avez l'impression qu'en levant la tête, vous reconnaîtrez dans le paysage le terrain de jeu de votre enfance que vous quittez sans espoir de retour. Non. Depuis votre départ, chacun d'entre vous semble avoir choisi un point à fixer obstinément, comme s'il pouvait bloquer les pensées qui vous assaillent de toutes parts. Quelque part, vous aimeriez être en colère. En colère contre tous les obstacles qui se mettent en travers de votre bonheur. En colère contre la fatalité qui vous a envoyé, vous, les jeunes, reconquérir votre fierté à la ville. Mais c'est impossible. D'abord, car rien de tout cela n'est injuste, mais en plus, car s'en plaindre ne servirait à rien. Chaque génération fait face à la fatalité, quelle qu'en soit la forme sous laquelle elle se déguise, et on ne possède vraiment que ce que l'on peut sacrifier pour les autres. La cousine Marianne a toujours les yeux rougis par les larmes, et vous la comprenez. Perdre sa famille, ses repères et sa place à tout juste 16 ans, pour basculer dans l'inconnu opaque quand on sait à peine lire les panneaux au bord de la route, ça vous évoque avec une ironie amère le sort des graines qu'elle avait plantées quelques semaines plus tôt, emportées par le flot avant d'avoir pu sortir de terre. Pour germer ailleurs? Qui sait? Les deux couples voyagent légers. Il a fallu que les femmes vendent leurs bijoux, leur seule réelle possession, et que les hommes laissent tout derrière eux pour s'offrir ce trajet hasardeux, ponctué de checkpoints et de déviations, à travers une campagne morcelée de moins en moins familière. À l'exception de quelques vêtements, un peu d'argent et un téléphone, essentiel pour honorer la Walla, vous arrivez dans les faubourgs de la ville aussi dépourvus qu'à votre naissance, sans savoir si la moindre des choses que vous savez faire, la moindre des choses que vous connaissez sur le monde, aura la moindre valeur là où vous allez. Une chose est sûre cependant, il ne s'agit pas d'un nouveau départ, seulement un des maillons de la chaîne qui relie chacun d'entre vous les uns aux autres, et dont on vous a confié la garde. Qu'y a-t-il au bout de cette chaîne? Vous n'en avez qu'une vague idée. Mais vous espérez que l'enfant qui grandit déjà dans le ventre de sa mère en verra le dernier maillon. À quoi bon toujours poursuivre plus loin le bonheur si c'est pour laisser derrière les fruits de nos efforts passés? C'est sans doute ce que vous vous dites après 2 heures à balloter au gré des vagues sur votre embarcation de fortune, pas vraiment sûr de vous diriger dans la bonne direction. Tout d'un coup, vous considérez d'un œil nouveau la liberté de mouvement que vous aviez jusqu'ici. Sur le bateau, vous vous sentez aussi impuissant qu'un brin d'herbe emporté par le chabet et guère plus important. Pourtant, vous croyez avoir été déraciné plusieurs fois dans le passé, mais jamais vous n'aviez ressenti avec autant de violence la vacuité de vos quêtes passées. Ces heures, ces jours, ces années à construire votre rôle sur cette terre pour en être dépouillé en un instant. C'est peut-être à ce moment que vous faites le serment de revenir un jour au pays, pour ramasser les débris de votre vie d'avant, reconstruire quelque chose dont vous serez fier, et faire que plus aucun enfant n'ait à poursuivre le bonheur là où personne ne l'attend. En arrivant à la ville, vous suivez les conseils de la famille et vous adressez à un oncle éloigné. Abdi vous met en contact avec le réseau clanique et vous trouvez rapidement une chambre à louer auprès d'un membre d'un clan allié. Pour vous, c'est le soulagement. Vous savez que certains nouveaux arrivants restent des mois, voire des années sans trouver de toit, faute de contact. Mais le loyer pour cette unique pièce sans eau courante, aux murs de parpaing nus et au sol en ciment est de $60 par mois, 15 par semaine. Une fois vos maigres bagages déposés, vous partez aussitôt à la recherche de travail. Votre premier travail, vous le trouvez le jour même, au marché de Baccarat.
Jamais vous n'aviez vu quelque chose de tel. Les étals colorés s'enchaînent sur ce qui paraît être des kilomètres et vous vous perdez sans cesse dans la foule dense et bruyante. Habitué aux grands espaces et au calme relatif de la campagne, ça vous fait l'effet d'avoir mis la tête dans une ruche. Sauf que maintenant, vous êtes une des abeilles. Il vous a suffi de patienter 1 heure devant un entrepôt avec d'autres hommes pour vous faire embaucher pour transporter des marchandises d'un point à l'autre. Par bonheur, votre corps est déjà habitué aux longues marches sous le soleil. Alors vous tenez le choc. Mais personne n'est là pour vous faire de cadeaux. Dans la liste des porteurs du marché, vous êtes le dernier, et vos manières vous identifient immédiatement comme un nouveau venu. Alors, à la fin de cette courte journée, vous repartez avec 2 dollars en poche. C'est peu, mais c'est le début de quelque chose. Vous passerez les 6 prochaines semaines à arpenter ainsi les rues bondées, et petit à petit, vous apprendrez à connaître toutes les rues, des commerçants et certains clients, et le champ des possibles commencera à s'élargir. Pendant que votre mari part s'abîmer dans le flot de la ville, vous restez sur le rivage à la recherche d'un point de repère. Vous le trouvez auprès des femmes du clan. Elles sont un peu plus difficiles à contacter, mais très bien organisées, et vous trouvez rapidement votre place. Vous réalisez que certaines des choses que vous savez faire, mais auxquelles vous n'accordiez pas tellement d'importance ont une valeur. C'est donc tout naturellement que, pour la première fois, votre travail vous rapporte de l'argent. Dès la première semaine, les femmes vous trouvent un travail d'aide domestique dans une famille de fonctionnaires. Pour 4 dollars la journée, vous entretenez la maison du couple, vous occupez de leurs enfants et faites la cuisine ainsi que la lessive. Ce retour à une vie presque normale éveille en vous des sentiments contraires. D'un côté, vous y trouvez une forme de confort et de satisfaction, d'autant que la famille est très contente de votre travail. Mais de l'autre, vous vous souvenez que, quelques mois en arrière, vous vous figuriez faire ceci dans votre propre maison pour vos enfants. Pour l'heure, ce rêve, s'il en est un, part avec l'argent de la Walla chez l'oncle Dahir. Votre second travail, vous le trouvez car vous connaissez un commerçant de votre clan qui en connaît un autre qui recherche un gardien de nuit. Il s'est récemment fait voler une bonne partie de sa marchandise et il tient à s'assurer que cela ne se reproduira pas. Pour 6 dollars la nuit, vous devez monter la garde devant son entrepôt, armé d'un bâton et éloigner tous ceux qui s'y intéresseraient de trop près. Ce travail est moins rude que le précédent, mais vous devenez soudain un oiseau nocturne. Le soleil se couche trop rapidement et vous passez vos journées à dormir dans la modeste chambre pendant que votre femme travaille. Et c'est pendant les longues heures dans l'obscurité que vous prenez le temps de réfléchir à tout cela. Assurément, votre priorité est de réussir à vous tailler votre place ici, à la ville. Mais le malaise est plus présent chaque jour. Votre place est ailleurs, et vous l'avez ressenti même avec ceux qui vous ont aidé. Vous ne serez jamais vraiment ici chez vous. Après 1 mois au service du couple de fonctionnaires, vous installez pour la première fois dans la cour commune votre stand de nourriture. Vous avez réalisé que votre cuisine était l'un de vos atouts, et les femmes vous ont assuré que c'était une bonne idée. Vous commencez par la base. Tôt le matin, avant que les travailleurs ne partent, vous commencez à cuire les canjeros que vous avez préparés la veille. Très vite, vous en vendez plus de 50 par jour, et votre mari vient vous rejoindre après sa nuit de travail. Vous ne vous voyiez pratiquement plus lorsqu'il travaillait au marché, et vous ne partagez plus vos nuits. Mais ça ne rend ces instants de partage que plus précieux. Peu à peu, vous vous diversifiez. Sambu Safri, Shah, riz aux épices, et devenez un point de nourriture connu du quartier. Les clients réguliers se multiplient et votre cercle s'élargit. Vous commencez à apprécier l'autonomie que ce travail vous offre, et de plus en plus, vous trouvez votre place dans l'écosystème de la ville. Les nouvelles et autres rumeurs finissent toujours par passer par votre oreille, et votre mari est le premier à s'informer auprès de vous. Peut-être qu'après tout, la vie est possible ici. Après 2 mois comme gardien de nuit et bientôt 4 dans votre petite chambre austère, vous avez réussi à économiser 25 dollars. Bien sûr, la culpabilité de ne pas envoyer aussi cet argent supplémentaire à la famille ne vous a pas quitté. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis votre déracinement, ce n'est plus seulement la marchandise des autres que vous transportez, c'est la vôtre. Vous avez pris le temps de réfléchir à votre stratégie,
et vous vous êtes finalement procuré une caisse de rat très tôt dans le matin, juste à la fin de votre garde. Le rat ne résiste pas toute la journée. C'est donc un pari risqué. Mais les clients sont partout. Vous avez appris à lire la ville, presque à la manière d'un pasteur qui lit la terre. Et vous avez trouvé l'endroit idéal pour écouler votre marchandise avant que ses feuilles ne fanent. Le rat est une plante stimulante que tous les hommes adorent. Vous en avez déjà goûté, comme tout le monde, et ses effets vous ont un instant soulagé de tous vos soucis. Mais une journée de consommation, c'est 2 jours d'un salaire de porteur. Alors vous avez depuis longtemps rangé ce plaisir très loin dans votre liste de priorités. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains dépensent plus de 10 dollars en rats par jour, et c'est sur eux que vous comptez. Cette fois, vous vous êtes installé non loin d'une mosquée. Certains parmi ceux qui sortent de la prière du matin préfèrent acheter leurs feuilles un petit peu en retrait du lieu, car l'islam ne voit pas cette pratique d'un très bon œil. Al-Shabaab menace même de mort tous ceux qui seraient découverts à mâcher les feuilles d'arbustes. Mais malgré tout, la tradition persiste. Vous ne vous étiez pas trompé. Avant 11 heures, toutes les bottes enveloppées de feuilles de bananier sont parties, et vous repartez avec 20 dollars de plus que ce matin. Pour la première fois, en rentrant dans votre chambre vide, vous ressentez une certaine fierté. Mais vous ne comptez pas quitter votre job de gardien pour autant. Certaines journées ne seront pas couronnées du même succès. Et plus vous pourrez acheter de rats, plus les risques qu'une partie des bottes reste sur l'étal passé midi augmentera. Et surtout, après des semaines à y réfléchir, vous avez pris une décision pour le futur. Une décision qui demandera beaucoup d'argent. Un nouveau saut dans l'inconnu. Mais s'il pouvait apaiser la peur du lendemain qui vous serre le cœur depuis des mois, alors le prix à payer ne pourra pas être trop élevé. Quand vous ne vendez pas, il vous arrive de tresser les cheveux des femmes du quartier. Ce n'est pas tous les jours, mais c'est plutôt bien payé. Et surtout, vous en apprenez énormément pendant les longues heures de soins. Sur toutes les affaires du quartier, bien sûr, mais aussi sur d'autres choses moins communes. Vous apprenez par exemple que des couples disparaissent régulièrement, emportant tout avec eux. On n'entend plus parler d'eux jusqu'à ce que, parfois, ils réapparaissent quelques mois plus tard. Il ne s'agit pas de les juger. Tout le monde se doute bien qu'ils se sont essayés à la grande traversée. Mais en général, on n'en apprend pas beaucoup sur leur périple. Tout le monde ou presque y a déjà songé. Surtout les jeunes. Mais ceux qui reviennent ne tiennent pas à en parler. Vous vous prenez à imaginer la vie au-delà de la mer. Peut-on réellement trouver sa place à un endroit où personne, absolument personne ne nous connaît ? Vos contacts vous ont permis de trouver une place ici, à la ville. Sans eux, vous serez peut-être parmi ceux qui vivent encore dans les tentes en périphérie. « 4 mois se sont encore écoulés avant de vous dire au revoir. Armé de toutes vos économies, vous prenez place dans le bus pour Addis Abeba. Ce n'est pourtant pas les quelques 900 dollars que vous avez qui pourront vous ouvrir les portes de l'Europe. Non. Vous avez dû vous endetter auprès de la famille, avec la promesse de le rendre avant la fin de l'année, et surtout auprès du premier passeur. Mais plutôt que vous rassurer, cela augmente considérablement la pression qui pesait déjà sur vos épaules. Combien d'années encore à rembourser des sommes énormes à plus d'une douzaine de personnes ? N'aurait-il pas été plus facile de rester à porter des caisses comme un modeste anonyme dans les rues de la ville ? N'aurait-il pas été plus simple de rester aux côtés de votre femme, dont le ventre s'arrondit de jour en jour ? Le bus est plein. Que des hommes, ou presque. Tous semblent fixer quelque chose qu'ils sont les seuls à voir, et prêtent peu d'attention aux autres. Vous-même ressentez quelque chose d'indicible. Un déracinement, certainement, mais différent du précédent. Cette fois, vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous perdez. Votre regard est dirigé vers quelque chose bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Très vite, vous apprenez à attendre. 2 semaines passent à Addis Abeba avant d'avoir des nouvelles du passeur. Vous n'avez pas directement de contact avec lui. C'est une connaissance éloignée du clan qui fait l'intermédiaire. Alors vous voyez doucement vos économies s'étioler au fur et à mesure que les nuits se succèdent dans le dortoir de Bolé Michael. C'est la première fois que vous quittez votre pays. Mais heureusement,
Vous n'êtes pas tout de suite projeté dans le brouillard le plus opaque. Il y a beaucoup de Somaliens ici, et tous dans un but très précis. Mais c'est déjà là que vous ressentez le basculement. L'équilibre qui encadre les personnes, que vous regrettiez déjà à la ville, s'est encore affaibli ici. Et vous savez que plus les kilomètres défileront, plus vos repères disparaîtront dans votre dos. Pire encore, vous réalisez soudain que vous avez perdu votre place. Ici, vous êtes de passage. Vous n'avez aucun rôle à jouer. Vous apprenez rapidement à regretter le confort fragile du trajet en Éthiopie. La route à travers le Soudan se durcit considérablement. Depuis le début de la guerre, l'organisation informelle de la migration a basculé dans l'aléatoire. Vous restez presque un mois coincé à Khartoum, sans prendre une seule fois le risque de contacter votre femme avec la cinquantaine de compagnons de voyage qui partagent votre route. Il y a des Somaliens, bien sûr, mais aussi des Érythréens, ainsi que des Éthiopiens. 47 hommes, 2 femmes. Quand vous communiquez, c'est avec un anglais rudimentaire mêlé d'arabe. C'est au moment où les Soudanais rejoignent le cortège que vous entrez dans le Sahara. Entassé à 20 dans la benne d'un pick-up Toyota sans toit et avec trop peu d'eau, vous réalisez ce que pourrait devenir votre région natale dans le futur. Parfois, vous parvenez à dormir quelques dizaines de minutes et, au réveil, quelque chose semble avoir changé. Ce n'est pas le paysage. Certains visages semblent s'évanouir, mais il est difficile d'y voir clair. Alors vous refermez les yeux. Arrivé en Libye, vous regrettez presque instantanément la sécurité du Soudan et de la Somalie. C'est peut-être parce que, dans cette dernière, vous aviez une place, des contacts. Mais la Libye vous fait enfin réaliser tout ce dont on vous a dépouillé. Et tout ce qu'il vous reste vous est confisqué dans les prisons du sud libyen. À ce stade, vous ne savez même plus qui vous demande de contacter votre famille pour payer la rançon. L'autorité contrôlant la région, une milice ou les passeurs eux-mêmes. Mais plusieurs semaines plus tard, vous repartez en direction de la côte. L'étape vous a coûté plus que vous ne pouviez donner. 1000 fois, vous avez remis en question votre décision de partir. Mais aussi implacable que vos geôliers et la responsabilité que vous avez engagée. Désormais, quoi qu'il arrive, vous devrez aller jusqu'au bout et rembourser tous vos créanciers. C'est armé de votre seul portable, la seule chose qui compte, que vous mettez le pied dans le radeau et commencez à fondre l'eau noire. La route s'est fendue en deux. Une mer d'eau et une mer de sable séparent désormais les deux voies. Cela veut-il dire que c'est déjà pour vous le moment de faire un choix ? Rien ne vous en empêche ? Mais vous savez aussi maintenant qu'il suffit d'un simple téléphone pour faire tenir le lien fondamental, même tendu sur des milliers de kilomètres. Il est le vecteur de l'argent et de l'espoir. Alors, vous serez ensemble, quoi qu'il arrive, quels que soient les choix que vous ferez. C'est le contrat que vous avez signé, pas vrai ? Alors, c'est parti pour la période la plus difficile de cette histoire. Dès votre arrivée, ou presque, vous commencez à travailler. Cela semble impensable pour un clandestin sans papier. Mais nombreux sont ceux qui, en Europe, sont ravis de braver la loi en confiant leurs tâches les plus ingrates à des étrangers précaires. Mais même ici, il y a de la concurrence. Alors, vous allez devoir puiser l'énergie nécessaire dans deux choses. Votre détermination à aider votre famille à enrayer le cycle de malheur qui la frappe, et vos 7000 € de dette. Il est 5 heures du matin lorsque vous montez dans le camion avec les autres hommes. On devine à peine les premiers rayons de soleil que vous avez déjà quitté votre petit camp de fortune direction le champ d'oliviers. Vous avez appris à détester cette cueillette-là plus que les autres. Ce n'est pas le froid
l'humidité, ni même la fatigue, mais simplement la pression constante sous laquelle vous cueillez pendant 12 heures par jour des fruits qui partent aussitôt vers les plus belles cuisines du monde. Mais on ne choisit pas son travail. C'est la fin de l'automne et, dans toute la région, les oliviers sont dépouillés par des mains de travailleurs comme vous, rarement pour plus de 25 euros par jour. Avant ça, vous aviez fait les tomates, un peu plus au nord. Mais à votre arrivée, la saison était déjà bien avancée et les places étaient prises. Pour les propriétaires, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Et pourtant, vous êtes frappés par la diversité de vos compagnons de travail. Il y a quelques Européens, mais surtout des Africains de l'Ouest, des Maghrébins et des Indiens. Si vous n'aviez pas ce rêve commun, vous ne parviendrez probablement pas à vous faire comprendre et à avancer ensemble. Mais c'est pourtant ce que vous faites. La solidarité est minimale. Chacun travaille déjà pour lui et sa famille, et du jour au lendemain, vos chemins peuvent se séparer définitivement. Au début, vous aviez imaginé qu'au gré des saisons, vous finiriez par recroiser les mêmes têtes. Mais jamais. Chaque semaine est un éternel recommencement. C'est peut-être pour cela, ou simplement par pragmatisme, qu'à la fin de la saison des agrumes, vous rendez votre vélo et montez dans un train en direction du nord. En remontant vers le nord, vous pensez au numéro de téléphone qu'on vous avait donné avec l'instruction « Appelle-le quand tu arrives dans la ville ». Ce n'est pas la première fois. Votre voyage repose depuis le début sur le mince espoir que l'inconnu qui possède ce numéro pourra vous aider une fois arrivé à cette étape. Parfois, ça a fonctionné. D'autres fois, vous n'avez jamais eu de réponse. Cette fois-ci, c'est une impasse. Le numéro n'est plus attribué. En serrant les dents, vous vous demandez si vous avez fait une erreur au moment de le noter ou si la personne a simplement décidé de disparaître. Mais c'est encore une question qu'il faudra laisser sous le tapis. Au moment d'entrer dans la capitale, vous êtes plus seul que jamais. Vous commencez immédiatement par rechercher une mosquée. Après 2 heures à errer dans la foule et le bruit, vous finissez par la trouver. C'est là que, pour la première fois depuis que vous avez mis les pieds sur le continent, vous parlez votre langue maternelle. Votre interlocuteur a un accent différent, mais vous parvenez à obtenir l'adresse d'une épicerie somalienne dans un quartier périphérique. Grâce à cela, vous retrouvez un semblant de communauté et un matelas dans un petit appartement partagé. 10 jours plus tard, vous signez votre nouveau contrat, grâce à des papiers empruntés en échange d'un pourcentage de salaire. Et, à nouveau, vous devenez un oiseau nocturne. Sauf que cette fois-ci, vous travaillez dans le silence, à la lumière des néons. Dans le dépôt, vous avez peu l'occasion de parler. Wagon après wagon, vous frottez la crasse déposée par les milliers d'êtres humains entassés dans la rame au cours de la journée. Vous ne pouvez qu'imaginer à quoi ça ressemble quand il roule. Mais l'odeur ambiante n'est pas sans vous rappeler les troupeaux des zébus. Il y a peu de temps pour beaucoup de travail, et vous sortez épuisé au lever du jour. Vos dettes commencent à se réduire doucement, et votre femme, de son côté, parvient aussi à s'en sortir. Bien sûr, vous n'avez pas trouvé votre place, mais dans quelques années, qui sait ? Vous ne restez pas seul très longtemps. La naissance de votre fils quelques semaines après le départ de son père vient bouleverser votre vie de bien des manières. Vous accouchez sans complications dans un centre de santé de quartier, entouré des femmes de la communauté. Le soulagement de ne pas être comme votre tante, parmi les nombreuses qui perdent l'enfant ou la vie en essayant de la donner, vous redonne courage pour le futur. Les dernières semaines avaient été difficiles. Vous ne pouviez déjà plus travailler à votre rythme habituel quand vous avez reçu l'appel de votre mari en Libye. Tant bien que mal, vous avez rassemblé tout ce que vous pouviez, en gardant juste assez pour manger, mais sans l'aide de la famille, du clan, et même des organisations qui vous ont permis de poursuivre les consultations prénatales, vous ne savez pas où vous seriez. C'est votre cousin, parti avec vous à la ville, qui récite l'adhan à l'oreille droite du garçon. Puis, 7 jours plus tard, un des représentants du clan, après un appel à Dahir, réalise le sacrifice de l'Akika. L'enfant a les cheveux rasés et la viande est distribuée aux voisins. Pendant toute cette période,
votre mari est injoignable. C'est 3 semaines après la naissance que vous parvenez à nouveau à lui parler, et vous apprenez qu'il s'apprête à traverser la mer. Depuis, vous n'avez plus jamais rompu le contact au-delà d'une semaine. La vie normale vous rattrape aussitôt. Grâce à l'aide des femmes, vous recommencez à cuisiner pour le quartier. Vous savez que vous ne pouvez pas compter tout de suite sur l'aide de votre mari, qui tente de rembourser les frais les plus pressants. Alors, vous prenez les choses en main, car les difficultés de maintenant ne peuvent être que les conditions de réussite future. Et puis, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Un an plus tard, le sous-traitant qui vous employait disparaît sans laisser de traces. Vos appels résonnent dans le vide et vos amis vous font comprendre qu'il vaut mieux rester discret. Vous n'avez toujours pas de papier, et vos espoirs fondent comme la cire d'une bougie, à un point où il ne reste guère plus que la ficelle. Il faut dire que l'Europe n'est pas telle que vous l'imaginez. Vous avez beau vivre dans la ville depuis une année entière, vous vous y sentez plus étranger que jamais. Vous opérez de l'autre côté du miroir, invisible et ignoré par ceux qui croisent votre chemin. Vous mesurez la différence avec Mogadiscio. Là-bas, il fallait se battre pour s'en sortir. Mais vous auriez pu trouver une place. Ici, aucune somme d'argent ne peut faire de vous l'un d'entre eux. Alors, vous trouvez votre place parmi ceux qui partagent votre sort. Grâce à l'argent économisé, et encore une fois avec l'aide d'un ami régularisé, vous louez un vélo et commencez les livraisons. Vous récupérez le compte de votre ami sur plusieurs plateformes et reversez 20% de vos gains à son propriétaire. Mais vous roulez vite, alors vous parvenez à faire 5 courses pendant les heures de pointe. Pour la première fois, vous vous appropriez la ville. Vous connaissez ses rues comme l'éleveur connaît le paysage, et ses restaurateurs comme le porteur connaît ses commerçants. Mais vous restez toujours de l'autre côté de la porte. Pendant les heures creuses, vous appelez votre femme, et continuez à vivre une vie de famille à distance. Vous voyez votre fils dire ses premiers mots, faire ses premiers pas, en espérant qu'il reconnaisse son père le jour où vous pourrez le tenir dans vos bras. Deux ans se sont écoulés depuis la naissance de votre fils. Pour vous, la vie continue. Et le temps semblerait presque s'être arrêté si les progrès constants de votre enfant n'étaient pas là pour vous rappeler votre inexorable enlisement dans la vie d'adulte. Bien sûr, ce n'est pas à 19 ans, bientôt 20, qu'on peut prétendre avoir apprivoisé le monde. Mais on commence certainement à se faire à ses caprices. Pendant les derniers mois, les perturbations ont été nombreuses, et vous avez su faire face aux réductions consécutives des denrées disponibles, puis des clients. Mais la vie a toujours su se frayer à nouveau un chemin entre les obstacles, et vous pensiez encore jusqu'à 4 mois plus tôt que la famille commençait à s'élever hors de l'eau grâce à vos efforts. Mais c'est alors que vous avez reçu les nouvelles de votre famille au village. Vous saviez que seules les rémittances des jeunes permettaient au foyer de s'en sortir sur une terre qui ne les écoutait plus, mais vous ne pouviez pas voir l'étau se resserrer, mois après mois, sur la communauté, suffoquant encore davantage une fierté aux abois. À aucun moment, les pick-up des hommes en noir ne se sont emparés du village. Mais c'est en l'isolant méthodiquement du monde extérieur qu'ils ont poursuivi leur conquête silencieuse. D'abord l'eau, puis les organisations humanitaires, suivies par des taxes tant en argent qu'en hommes jeunes. Pièce par pièce, Al-Shabaab est devenu maître de la région. Les femmes ont commencé à se voiler davantage, et les hommes à baisser les yeux et ouvrir leurs bourses. Vous-même, pourtant habitué à constamment découvrir de nouvelles têtes, avez pu mesurer la violence de la plus récente sécheresse dans les rues de la ville. C'est surtout à ce moment que vous avez pu rendre au clan ce qu'il vous avait donné à votre propre arrivée. Mais la tâche semble sans fin. C'est alors que, subitement, vous réalisez l'embranchement devant lequel vous vous trouvez. Pour ce qui ressemble à la première fois, vous allez devoir faire un choix. Un choix qui veut dire beaucoup. Un choix qui veut tout dire.
Où pensiez-vous construire votre futur? Ailleurs. Vous ne vous êtes jamais vraiment posé la question. Après être passé par tant de difficultés, après avoir envoyé l'un d'entre vous à l'étranger à la recherche d'une place, l'exil définitif n'était plus qu'une certitude repoussée dans le temps faute de moyens. Combien de membres de la communauté ont disparu pour reconstruire une vie ailleurs, avec ce qu'ils avaient réussi à préserver jusqu'ici? Chaque année semble réduire les places disponibles dans les pays étrangers. Mais la même pression s'exerce au pays. Les terres de vos ancêtres portent alternativement les marques du soleil, de la pluie, des pick-up et des colonnes de réfugiés. La vie de ceux qui demeurent sur place est rendue possible par leurs enfants partis en ville ou au-delà. Alors, quel que soit le nombre d'années qu'il faudra attendre les papiers, vous tiendrez le coup. Et s'il faut qu'un jour, votre téléphone soit le seul lien avec votre famille, avec le territoire qui vous a vu naître, alors vous payerez le prix. Est-ce un adieu irrévocable? Peut-être pas. Certains reviennent, bien plus tard, la tête pleine des leçons de l'exil, et tentent de reconstruire la maison qui brûle encore. Mais c'est trop loin pour y songer. Ici. La question trouve sa réponse dans le vide que vous ressentez au cours des minutes ou des jours pendant lesquels vous attendez la réponse d'un proche. Une famille est faite pour être sentie, pour être le noyau auquel vous retournez chaque soir mesurer votre croissance, le seul terreau dans lequel planter sereinement les graines du futur. La terre sur laquelle vous êtes né est hostile depuis toujours. C'est elle qui a forgé cette volonté commune, inébranlable qui vous définit, celle-là même qui vous a accompagné dans le franchissement de chaque épreuve, là où d'autres, plus tendres, auraient baissé les bras. Oui, des hommes et des femmes ont continué à faire vivre ce pays pendant des siècles. Ils ont été l'ancrage d'une nation morcelée en déséquilibre au bord de l'abîme. Leur volonté de vivre vous a guidé vers ce futur toujours incertain, mais où vous ne serez jamais seul. Déjà, dans les campagnes, les hommes s'organisent et chassent eux-mêmes Al-Shabaab, là où le gouvernement ne pouvait plus aller. Ils rétablissent cet équilibre fragile sur lequel on peut poser les premières pierres de l'avenir. Rien ne dit qu'elles tiendront longtemps, mais l'espoir, lui, reprend ses quartiers dans les cœurs et vous autorise à avancer. Encore un pas, puis un autre, vers un lendemain indistinct.